Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Si vous ne comprenez pas toutes les subtilités de l'intelligence économique, eh bien cette émission est pour vous. Il est vrai que les définitions de l'IE pour intelligence économique ne manquent pas. Pour certains, l'IE regroupe un ensemble de techniques légales pour recueillir et analyser l'information. Pour d'autres, c'est tout simplement du renseignement économique. Sûreté des entreprises, lobbying, influence, veille, cybersécurité. Pour nous aider à y voir plus clair, je reçois Éric Delbecq, l'un des grands spécialistes de l'IE en France et auteur d'un nouveau livre intitulé « L'intelligence économique pour les nuls », paru chez First Edition. Bonjour Éric Delbecq. Bonjour. Alors, vous commencez, je trouve ça assez gonflé, votre livre par dire que l'intelligence économique, ça n'attire pas les foules. Oui, parce que, pour aller directement au sujet, on voit surtout l'intelligence économique à travers ses déformations, c'est-à-dire c'est des barbouzeries. C'est fait pour des gens qui n'observent pas la loi et des opérations totalement inavouables. Et la plupart du temps, on n'arrive pas à positionner le débat au cœur du sujet, c'est-à-dire que c'est un outil stratégique, c'est une autre manière de concevoir l'action des grandes entreprises dans un monde devenu très largement complexe et parfois assez menaçant. Alors vous avez rédigé de nombreux livres déjà sur l'intelligence économique. Pourquoi tout à coup ce livre pour les nuls spécifiquement ? Ça me paraissait justement intéressant, déjà d'essayer, non pas d'être exhaustif, mais de dire un maximum de choses sur cette discipline, de l'ancrer dans plein d'autres spécialités des sciences humaines, donc d'être très transdisciplinaire, de donner beaucoup d'exemples, puisque le format de la collection nécessite des encadrés, des bios, des études de cas, et puis essayer de faire progresser un peu le débat avec le côté impertinent de cette collection, parce que j'ai constaté quand même qu'on est très loin de quelque chose de satisfaisant dans l'appropriation de l'intelligence économique dans les entreprises. Et puis c'est aussi une idée de démocratiser, non ? Oui, tout à fait, parce que ça me paraît totalement cohérent, à la fois de démocratiser et d'expliquer de manière un peu précise. Pour moi, vulgariser ne veut pas dire forcément simplifier, mais expliquer clairement. Est-ce que vous avez le sentiment, en effet, qu'on ne comprend pas bien ce que c'est que l'intelligence économique ? Alors, j'ai le sentiment, effectivement, qu'on ne comprend pas bien, mais qu'un certain nombre de gens s'ingénient à ne pas vouloir le comprendre bien, que ce soit dans le monde économique, il y a des gens qui sont très avertis sur le domaine, mais on trouve quand même, surtout dans les grandes organisations, des jeux de pouvoir tels que c'est ça d'abord qui empêche la construction d'une démarche d'intelligence économique, parce que l'information est un enjeu de pouvoir, et puis une politique publique qui, par déficit d'anticipation stratégique, par déficit de stratégie, voit très bien que l'intelligence économique conduirait à des remises en question assez profondes, et donc ça peut être un peu dérangeant. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'intentions de ne pas comprendre. Alors côté des entreprises, ça veut dire quoi ? Ça les dérange, le concept d'intelligence économique, excepté celles qui l'utilisent, évidemment. Oui, parce que c'est une matière qui, par définition, est très transversale. C'est-à-dire qu'il faut que les nombreux membres du CODIR travaillent entre eux. Il faut qu'un patron sûreté travaille avec un directeur juridique, avec un patron de la communication, avec la prod, avec la R&D. C'est pas les mentalités françaises. Pas trop. Chacun travaille dans sa discipline et surtout en espérant que la prochaine promotion se fera à son profit. Et l'intelligence économique nécessite de mettre un petit peu de côté les enjeux de pouvoir, et ça, c'est extraordinairement complexe. Et côté politique publique, donc, parce qu'on a quand même le sentiment que c'est la France, sur le continent européen qui s'en est saisie le plus, depuis 1994. C'est très paradoxal, parce que c'est la France qui s'en est saisie le plus en termes peut-être de communication, qui en parle le plus. C'est le pays dans lequel il y a finalement beaucoup de travaux concernant la discipline, mais où finalement les résultats de la construction d'une politique publique d'intelligence économique ne sont pas satisfaisants. Pourquoi ? Sans doute parce que pour qu'il y ait une vraie politique publique d'IE, il faut une vraie politique industrielle, il faut une vraie stratégie industrielle, il faut une perspective un peu éclairée du libéralisme, c'est-à-dire de concevoir aujourd'hui ce jeu libéral non plus à l'ancienne, mais comme une synergie publique-privée, parce que les pays qui gagnent économiquement sont des pays, que ce soit les pays émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil, ou des pays comme les États-Unis et la Russie, dans lesquels il n'y a pas de séparation stricte entre le monde de l'économie et le monde de la politique. Il n'y a que nous, Français, qui pensons que ces vieux schémas marchent encore. Est-ce que vous avez rencontré des étrangers, africains ou autres, qui s'intéressent à l'intelligence économique
telle qu'elle est faite ici en France. Oui, alors ça c'est un point très largement positif et qui nous engage, je dirais presque qui nous oblige. Il y a une très très grande appétence sur le continent africain. Moi je l'ai vu à travers des pays africains les plus variés. Je l'ai vu également beaucoup au Maroc et en Tunisie. Très 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 grande attention. Même en RDC, je pense à cet exemple, très très grande attention pour ce que nous faisons en France, à la fois sur les pratiques, sur l'opérationnel, mais également sur la théorisation autour de cette matière. Et est-ce que ça modifie la perspective sur le libéralisme? Est-ce que ça crée une autre dimension possible d'un vrai social-libéralisme? Qu'est-ce que ça veut dire sur les jeux de puissance, sur la géoéconomie, sur la géopolitique? Donc effectivement, ça mobilise beaucoup et c'est pour ça qu'on devrait être très dynamique sur cette question. Alors, quelle serait votre définition simple en quelques phrases que vous donneriez à ces pays qui ont cette appétence pour l'IE? Je vais être très clair. D'abord, c'est un arsenal de pratiques totalement combinées qui empruntent à la veille, à la sûreté et à l'influence. Et si je voulais donner un complément, c'est une manière justement d'en finir avec ce débat opposition publique-privée dans le jeu économique. Oui, il y a une guerre économique, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas coopérer les uns avec les autres, mais ça veut dire que l'État du monde aujourd'hui va vers cette guerre économique. Il faut essayer de créer la paix économique, mais encore faut-il prendre acte qu'il y a une guerre et que ça modifie totalement le jeu libéral. Donc l'intelligence économique, c'est entrer dans ce nouveau monde qui n'est pas le libéralisme ancien, et pour y entrer, pratiquer de la veille, pratiquer de la sûreté, pratiquer de l'influence. Un exemple concret, l'affaire Volkswagen. Là, vous êtes un spécialiste de l'IE. Quel est votre regard sur cette affaire ? C'est toujours l'étonnement. Alors, pas l'étonnement au sens où je serais naïf, mais une espèce d'étonnement épistémologique, comme on dit, c'est-à-dire sur comment est-ce que c'est théoriquement possible et pratiquement envisageable. Je constate tout simplement que les très grandes organisations, et là, ce n'est pas une question de nationalité, hein, parce que ça se passe chez nos amis allemands, sont encore capables de ne pas évaluer à son poids réel le capital réputationnel. Comment on peut penser aujourd'hui, dans un monde dans lequel la société de l'information est ce qu'elle est, qu'on peut mettre au point un dispositif de trucage et que ça ne sera jamais découvert? En plus, c'est un cas absolument emblématique de la manière dont la société civile peut mener une offensive réputationnelle d'image sur une grande organisation, puisqu'à la base, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des universitaires, des académiques et une ONG qui commandent des travaux d'évaluation. Les résultats finissent par recevoir de l'écho et le scandale arrive. Gestion de crise, communication de crise, tout ce qu'on connaît très bien dans le domaine de l'intelligence économique ou stratégique, comme on voudra. Donc c'est assez étonnant qu'une entreprise veuille encore prendre ce genre de risque. Et ça prouve bien soit qu'il y a un problème de coordination, de communication, d'information et qu'il y a des gens qui font ce qu'ils veulent, soit que les grands cadres des organisations n'ont encore pas compris ce que c'était que l'intelligence économique, et son volet influence en particulier. Deuxième exemple, c'est l'affaire d'Air France. Là encore, vous n'êtes pas surpris en tant que professionnel, mais surpris encore une fois de l'incapacité des élites dirigeantes à prendre en compte les problématiques d'intelligence économique, surtout à un moment de crispation au sein de l'entreprise. Oui, ce défaut d'anticipation, il finit très largement par être incompréhensible, parce qu'on imagine bien, quand on vit une situation comme celle de cette compagnie dont on entend parler depuis très longtemps, on sait qu'il y a un climat social qui est quand même assez dégradé, et lors d'un enjeu comme celui-là, qu'on n'imagine pas, qu'on n'anticipe pas ce que ça impose en termes d'obligations de sûreté, ou qu'on les renforce pas assez, parce qu'il y a eu visiblement quelques failles en matière de contrôle d'accès, me paraît tout à fait étonnant et montre bien que pour le haut management, les questions de sûreté ne sont pas encore perçues comme stratégiques. Alors pourquoi? Est-ce que, Éric Delbecq, c'est dû à un défaut de formation de ces élites dirigeantes économiques? Il y a beaucoup de causes. Il y a quand même un petit syndrome de la tour d'ivoire chez beaucoup de nos dirigeants, qui pensent que parce qu'ils sont choyés, parce qu'on veille sur eux, que le monde n'est pas aussi hostile et compliqué qu'il pourrait l'être. Et puis effectivement, il y a un grand problème de formation à ces questions. Ils ne comprennent pas bien ce que ça veut dire. Ils estiment que ça doit être géré à des échelons subordonnés, tactiques. Ils ne conçoivent pas le caractère déterminant de ces questions et comment ça peut amener à des problèmes véritablement importants pour l'entreprise. Ils ne voient pas le lien entre une vulnérabilité de sûreté et les conséquences que ça peut avoir, notamment médiatiques. Alors vous diriez, Éric Delbecq, qu'aujourd'hui, l'intelligence économique, c'est incontournable, à la fois
pour le dirigeant d'entreprise, mais également pour le dirigeant politique, le dirigeant d'une administration, voire même le dirigeant d'une ONG. Alors, c'est d'autant plus capital qu'on constate ce déficit, parce que vraiment, c'est comme si on était capable de fabriquer, quand il s'agit de ces matières, une espèce de moule à casque idéologique, hein, à visière idéologique. On ne veut pas prendre en compte les conséquences de l'évolution du monde contemporain. On ne veut pas voir qu'il faut absolument anticiper, faire de la veille, de la sûreté, de l'influence. Alors la question, une fois qu'on a dit ça, c'est comment on démocratise cette perspective. Moi, je pense que non seulement il faut assurer l'effort sur les formations dédiées, qu'ils le font déjà, mais même qu'au niveau le plus élémentaire de la formation de nos citoyens, j'allais dire dès l'école, il faut s'en préoccuper. Et votre livre, donc l'intelligence économique pour les nuls, y participe. Merci Éric Delbecq, l'entretien est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information continue. Au revoir.